Chapitre 20. Galder, sire du temps, debout au centre de l'octogramme, leva les mains. Urchalo, dit Leptor, Kula, que mes ordres soient exécutés. Un halo de brume se forma au-dessus de sa tête. Il jeta un coup d'œil en coin à Trimon qui boudait à la limite du cercle magique. Ce qui va suivre est très impressionnant, dit-il. Regardez. Kotbai, Kotcham, venez à moi, ô esprit des petits cailloux isolés et des souris soucieuses de 6 centimètres minimum. Quoi? Fit Trimon. Cette partie-là m'a demandé beaucoup de recherche, convint Galder. Surtout les souris. Bon, où en étais-je? Ah oui. Il leva à nouveau les bras. Trimon l'observa et se passa une langue affolée sur les lèvres. Le vieil imbécile se concentrait vraiment, consacrait tout son esprit au sortilège et ne lui prêtait plus guère attention. Des paroles magiques roulaient tout autour de la pièce, rebondissaient sur les murs et filaient hors de vue derrière des étagères et des bocaux. Trimon hésitait. Galder ferma un instant les yeux. Un masque d'extase se peignit sur son visage lorsqu'il prononça le mot ultime. Trimon se tendit. Ses doigts se crispèrent encore sur le couteau. Et Galder ouvrit un œil, branla du chef dans sa direction et expédia une décharge magique latérale qui souleva son cadet pour le projeter les 4 fers en l'air contre le mur. Galder lui adressa un clin d'œil et leva une fois de plus les bras. « Venez à moi, ô esprit de... » Il y eut un coup de tonnerre, une implosion de lumière, et un instant de complète incertitude physique durant lequel même les murs parurent se retourner par en dedans. Trimon entendit une brève inspiration, puis le choc sourd d'un objet dur. Le silence tomba soudain dans la pièce. Au bout de quelques minutes, Trimon sortit en rampant de derrière un fauteuil et s'épousseta. Il sifflota quelques mesures de pas grand-chose et prit la direction de la porte avec un luxe de précaution, les yeux au plafond comme s'il le voyait pour la première fois. À sa façon d'avancer, on aurait dit qu'il s'attaquait au record du monde de vitesse, catégorie marche nonchalante. Le bagage, ramassé au centre du cercle, ouvrit son couvercle. Trimon s'arrêta. Il se retourna très lentement, redoutant ce qu'il risquait de voir. Le bagage contenait apparemment du linge propre qui sentait légèrement la lavande. D'une certaine manière, c'était la vision la plus terrifiante que le mage ait jamais connue. « fit-il, vous n'auriez pas vu un autre mage dans les parages des fois ?» Le bagage trouva moyen de se donner un air encore plus menaçant. « Ah !» fit Trimon. « Bon, très bien. Aucune importance. » Il tira distraitement sur l'ourlet de sa robe et se prit d'un subit intérêt pour le détail de sa couture. Quand il releva les yeux, l'horrible coffre était toujours là. « Au revoir !» Et il courut. Il réussit à passer la porte juste à temps. Chapitre 21. Rincevin. Rincevin ouvrit les yeux. Ça n'avançait guère en fait. Au lieu de ne voir que du noir, il ne voyait que du blanc, ce qui, étrangement, était pire. « Tu vas bien ?»« Non. »« Ah !» Rincevin se mit sur son séant. Il se trouvait apparemment sur un rocher moucheté de neige, mais qui ne respectait pas toutes les caractéristiques des rochers. Par exemple, il n'aurait pas dû bouger. La neige tourbillonnait autour de lui. 2 fleurs se tenaient à quelques pas de là, la mine franchement soucieuse. Rincevin grogna. Ses os lui en voulaient du traitement auquel il les avait récemment soumis et il faisait la queue pour se plaindre. « Quoi encore ?» jeta-t-il. « Tu sais, quand on volait, que j'avais peur d'entrer en collision avec quelque chose dans la tempête, et que tu m'as dit que le seul danger de ce genre à cette hauteur, c'était un nuage bourré de cailloux. » »« Oui, et alors ?»« Comment tu étais au courant ?» Rincevin regarda autour de lui. Mais question variété et intérêt du paysage, ils auraient aussi bien pu se retrouver dans une balle de ping-pong. Le rocher en dessous de lui, eh bien, il remuait. Il fit courir ses mains à la surface et sentit des marques de burin. Lorsqu'il appliqua une oreille sur la pierre humide et froide, il s'imagina entendre un cognement sourd et lent,
comme un battement de cœur. Il rampa pour s'approcher d'un bord et scruta très prudemment le vide. À cet instant, le rocher dut survoler une trouée dans les nuages parce qu'il eut la vision indistincte mais horriblement distante de pics montagneux en dents de scie, loin en dessous. Il gargouilla de façon incohérente et recula centimètre par centimètre. « C'est ridicule, » dit-il à Deux Fleurs. « Les rochers ne volent pas, ils sont connus pour ça. »« Peut-être qu'ils voleraient s'ils en avaient les moyens, » dit Deux Fleurs. « Si ça se trouve, celui-ci a trouvé comment faire. »« Alors espérons qu'il ne va pas oublier en cours de route, » répliqua Rincevent. Il se pelotonna dans sa robe trempée et contempla d'un œil morne le nuage autour de lui. Il y avait sans doute quelque part des gens maîtres de leur propre existence. Ils se levaient le matin et se couchaient le soir avec la quasi-certitude de ne pas passer par-dessus le bord du monde, de ne pas se faire agresser par des fous, et de ne pas se réveiller sur un rocher bouffi d'idées de grandeur. Il se souvenait vaguement avoir jadis mené ce genre de vie. Il renifla. Ce rocher sentait la friture. L'odeur semblait venir de l'avant et titilla d'emblée son estomac. « Tu ne sens rien ?» demanda-t-il. « On dirait du bacon, » dit Deux Fleurs. « J'espère que c'en est, » fit Rincevent, « parce que je vais le manger. » Il se mit debout sur la pierre tremblante et s'enfuit d'un pied chancelant dans les nuages, fouillant des yeux l'obscurité humide. Au bord ou à la proue du rocher, un petit druide était assis en tailleur devant un maigre feu. Un carré de toile cirée lui protégeait la tête, nouée sous le menton. Il tisonnait une poêlée de bacon à l'aide d'une faucille d'apparat. « Hum » fit Rincevent. Le druide leva les yeux et lâcha la poêle dans le feu. Il bondit sur ses pieds et agrippa sa faucille d'un air agressif, pour autant qu'on puisse se donner un air agressif en longue chemise de nuit blanche mouillée et fichu dégoulinant. « Je vous préviens, les pirates de l'air auront du fil à retordre avec moi, » dit-il, et il éternua violemment. « On vous donnera un coup de main, » rétorqua Rincevent qui couvait des yeux le bacon en train de brûler. La réponse parut intriguer le druide. Rincevent, un peu surpris, le trouva plutôt jeune. Mais en théorie, rien ne s'opposait à l'existence de jeunes druides. C'était seulement qu'il n'y avait jamais pensé. « Vous n'essayez pas de détourner le rocher ?» demanda le druide qui descendit sa faucille d'un poil. « Je ne savais même pas qu'on pouvait détourner des rochers, » fit Rincevent d'une voix lasse. « Excusez-moi, » dit poliment Deux Fleurs. « Je crois que votre petit déjeuner prend feu. » Le druide baissa les yeux et battit vainement des bras en direction des flammes. Rincevent se précipita pour l'aider. Il s'ensuivit beaucoup de fumée, de cendres et de confusion. Et le triomphe commun d'avoir réussi à sauver quelques morceaux de bacon calciné fit mieux que tout un traité de diplomatie. « Au fait, comment êtes-vous arrivé ici ?» demanda le druide. « On est à 150 mètres du sol, à moins que je ne me sois encore planté dans les ruines. » Rincevent s'efforça de ne pas penser à l'altitude. « On a, comme qui dirait, fait un saut en passant. »« On s'est rendu à terre, » précisa Deux Fleurs. « Seulement, votre rocher a stoppé notre chute, » dit Rincevent. Son dos se plaignit. « Merci, » ajouta-t-il. « Il me semblait bien avoir traversé une turbulence il y a un moment, » dit le druide qui se trouvait porter le nom de Bélafon. « C'était sûrement vous. » Il frissonna. « Ce doit être le matin à présent. Ah et merde pour le règlement, je grimpe. Cramponnez-vous. »« À quoi ?» fit Rincevent. « Bah, faites comprendre que vous ne voulez pas tomber, voilà tout, » dit Bélafon. Il sortit un grand pendule de fer de sa robe et lui fit décrire une série de mouvements circulaires déconcertants au-dessus du feu. Les nuages défilèrent à toute allure autour des trois hommes. Une horrible impression de pesanteur se fit sentir, et le rocher jaillit soudain à la lumière du soleil. Il se stabilisa à quelques mètres au-dessus des nuages, dans un ciel froid mais d'un bleu éclatant. Les nuages, à l'air glacialement distant la veille au soir et affreusement collants ce matin, formaient désormais un blanc tapis floconneux qui s'étendait dans toutes les directions. Quelques pics montagneux émergeaient, tels des îles. Derrière le rocher, le souffle de son passage sculptait les nuages en tourbillons éphémères. Le rocher, il faisait grosso modo 10 mètres de long sur 3 de large et avait une couleur bleutée. « Quel panorama étonnant !»
s'écria de Fleur les yeux brillants. Qu'est-ce qui nous maintient en l'air demanda Rincevent. La conviction, dit Bélafon tout en essorant le bord de sa robe. Ah, fit Rincevent d'un ton doctoral. Les maintenir en l'air, c'est facile, ajouta le druide qui leva un pouce et loucha le long de son bras vers une montagne au loin. Le plus dur, c'est d'atterrir. On ne le dirait pas, hein, lança de Fleur. La conviction, voilà ce qui fait tenir l'ensemble de l'univers, dit Bélafon. Ça ne vaut rien de tout ramener à la magie. Le regard de Rincevent tomba par hasard, à travers une éclaircie de nuages, sur un paysage enneigé très très loin en dessous. Il se savait en présence d'un fou, mais il en avait l'habitude. S'il fallait écouter ce dément pour se maintenir en l'air, alors il était tout ouïe. Bélafon s'assit, les pieds pendouillants au bord du rocher. « Vous savez, évitez de vous faire du souci, dit-il. Si vous continuez de penser que le rocher ne devrait pas voler, il risque de vous entendre, de s'en convaincre et vous allez finir par avoir raison, ok? Manifestement, les idées modernes, ce n'est pas votre truc. » Ça m'en a tout l'air, fit Rincevent d'une voix faible. Il s'efforçait de ne pas penser à des rochers au sol. Il s'efforçait de penser à des rochers qui fondaient en piquets comme des hirondelles, rebondissaient à travers le paysage dans l'allégresse de leur légèreté, remontaient en chandelle vers le ciel d'en... Il avait l'horrible sentiment de ne pas être à la hauteur. Chapitre 22. Les druides du disque tiraient fierté de leur ouverture d'esprit quand il s'agissait d'aborder les mystères de l'univers. Bien entendu, à l'instar des druides de partout, ils croyaient à l'unité indispensable de la vie, au pouvoir de guérison des plantes, au rythme naturel des saisons, et au bûcher pour quiconque professait des opinions différentes. Mais ils avaient aussi réfléchi longuement, intensément, sur le principe même de la création et formulé la théorie suivante. L'univers, à leur point de vue, dépendait pour sa bonne marche de l'équilibre de 4 forces, dans lesquelles ils reconnaissaient le charme, la conviction, le doute et l'envie d'emmerder le monde. Par exemple, le soleil et la lune tournaient autour du disque parce qu'ils étaient convaincus de ne pas tomber, mais ne s'en éloignaient pas à cause du doute. Le charme permettait aux arbres de pousser, l'envie d'emmerder le monde les maintenait debout et ainsi de suite. Certains druides insinuaient que cette théorie présentait des lacunes, mais leurs aînés expliquaient avec force sous-entendue qu'il y avait assurément matière à une discussion s'appuyant sur des faits, au passe-d'armes d'un débat scientifique passionnant, lequel débat se tiendrait au sommet du prochain bûcher de solstice. Chapitre 23. Alors, vous êtes astronome ? Fit de Fleur. Oh non, dit Bélafon, tandis que le rocher négociait en douceur la courbe d'une montagne. Je suis expert conseil en matériel informatique. C'est quoi du matériel informatique ? Eh ben, ça, c'en est, fit le druide qui tapa le rocher de sa sandale. Un élément, en tout cas. C'est une pièce de rechange. Je la livre. Ils ont des problèmes avec les grands cercles dans les plaines du vortex. C'est ce qu'ils disent toujours bien. J'aimerais qu'on me donne un torque de bronze par utilisateur qui n'a pas lu le manuel. Il haussa les épaules. Alors, ça sert à quoi exactement ? Demanda Rincevent. Tout était bon pour ne pas penser à la chute. On peut s'en servir pour savoir à quelle période de l'année on est, dit Bélafon. Ah, vous voulez dire que s'il est recouvert de neige, alors on doit être en hiver ? Oui, enfin non. Je veux dire, supposons que vous ayez envie de savoir à quel moment certaine étoile va se lever. Pourquoi faire ? Lâcha de Fleur montrant un intérêt poli. Eh ben, vous avez peut-être envie de savoir quand planter vos cultures, dit Bélafon qui transpirait un peu. Ou bien... Je peux vous prêter mon almanach, si vous voulez, proposa de Fleur. Almanach ? Un livre qui dit quel jour on est, expliqua Rincevent d'un ton las. Vous devriez pourtant connaître ça. C'est comme qui dirait du dolmen public. Bélafon se raidit. Un livre ? Comment ça ? Avec du papier ? Ah oui ? À moi, ça ne me paraît pas très fiable, jeta fielleusement le druide. Comment un livre peut-il savoir quel jour on est ?
Le papier, ça ne sait pas compter. Il gagna en frappant du pied l'avant du rocher qui tangua d'une manière alarmante. Rinzvan déglutit avec peine et fit signe à De Fleur de s'approcher. « As-tu déjà entendu parler de choc culturel ?» siffla-t-il. « C'est quoi ?» C'est ce qui arrive quand des gens passent 500 ans à essayer de faire correctement marcher un cercle de pierre et que débarque un type en possession d'un petit bouquin dont chaque page est consacrée à un jour et délivre des boniments ridicules du genre « Le moment est venu de planter des fèves » ou « Se coucher tôt, se lever à l'aurore assure santé, richesse et mort ». Et sais-tu ce que le plus important à retenir sur le choc culturel ? Rinzvan marqua une pause afin de reprendre son souffle, puis remua les lèvres en silence pour retrouver la fin de sa phrase. « C'est... » conclut-il. « Quoi donc ? N'engueule pas le gars qui est aux commandes d'un rocher de 1000 tonnes. » Chapitre 24. Il est parti. Trimon jeta un coup d'œil prudent par-dessus les créneaux de la tour de l'art, la grande flèche à la maçonnerie effritée qui surplombait l'université de l'invisible. Le paquet d'étudiants et de professeurs en bas opina d'une seule tête. « Vous êtes sûr ?» L'économe mit ses mains en porte-voix et brailla. « Il a défoncé la porte du centre et s'est échappé il y a 1 heure, monsieur. » « Erreur, » dit Trimon. « Lui est parti. Nous sommes échappés. Bon, je vais descendre alors. Il a eu quelqu'un. » L'économe déglutit. Ce n'était pas un mage, rien qu'un brave bonhomme qui aurait mieux fait de ne pas tomber sur le spectacle dont il avait été témoin 1 heure plus tôt. Bien sûr, il n'était pas rare de voir de petits démons, des lumières de couleur et divers produits semi-matérialisés de l'imagination déambuler sur le campus. Mais quelque chose dans la charge implacable du bagage l'avait démoralisé. Vouloir arrêter le coffre, ça aurait été comme essayer de se colter avec un glacier. « Il a avalé le doyen du programme d'études générales, monsieur !» hurla-t-il. Le visage de Trimon s'éclaira. « Le malheur des uns !» murmura-t-il. Il entama la longue descente de l'escalier en spirale. Au bout d'un moment, ses lèvres s'étrécirent en un mince sourire. Pas de doute, la journée virait à l'embellie. Un gros travail d'organisation l'attendait. Et s'il y avait quelque chose dont raffolait Trimon, c'était organisé. Chapitre 25. Le rocher franchit en piqué les hautes plaines, fit voler la neige des congères qu'il rasa de quelques décimètres seulement. Bélafon se précipitait de droite et de gauche, barbouillé de la pommade de gui par-ci, tracé à la craie une rune par-là. Rinzvan se recroquevillait de terreur et d'épuisement pendant que De Fleur s'inquiétait pour son bagage. « Là, devant !» cria le druide par-dessus le bruit des remous d'air. « Regardez, le grand ordinateur des cieux. » Rinzvan risqua un œil entre ses doigts. Sur la lointaine ligne d'horizon se dressait un immense ensemble de blocs gris et noirs disposés en cercles concentriques et avenues mystiques, lugubres et menaçants sur le fond de neige. Les hommes n'avaient sûrement pas pu déplacer ces montagnes à l'état naissant. Il devait s'agir d'une troupe de géants pétrifiés par quelques... « On dirait un tas de cailloux », lâcha De Fleur. Bélafon hésita au milieu de son geste. « Quoi ?» fit-il. « C'est très joli », s'empressa d'ajouter le touriste. Il chercha un mot. « Ethnique », se décida-t-il. Le druide se raidit. « Joli », dit-il. « Un triomphe de la mouche informatique, un miracle de la technologie maçonnique moderne. Joli. »« Ah oui », fit De Fleur, pour qui sarcasme n'était qu'un mot de 8 lettres commençant par S. « Qu'est-ce que ça veut dire, ethnique ?» demanda le druide. « Ça veut dire terriblement impressionnant », jeta hâtivement Rinzvan. « Et l'atterrissage risque d'être périlleux si je puis me permettre. » Bélafon se retourna, un peu calmé mais sans plus. Il leva les bras, largement écartés, et hurla une suite de mots intraduisibles avant de murmurer « Joli », l'air vexé. Le rocher ralentit, se laissa dériver en crabe dans une vague de neige et plana au-dessus du cercle. À terre, un druide agita 2 bouquets de gui selon des motifs compliqués, et Bélafon amena adroitement le bloc massif à se poser en travers de 2 montants géants dans un claquement sec à peine perceptible.
Rincevant expulsa l'air de ses poumons dans un long soupir qui fila se cacher quelque part. Une échelle cogna contre le flanc du bloc, et la tête d'un vieux druide apparut au-dessus du bord. Il lança aux deux passagers un regard étonné, puis leva les yeux vers Bélafon. « Pas trop tôt, bordel !» dit-il. « On est à 7 semaines de la veille du porcher, et c'est encore tombé en rade. »« Salut, Zachria, » dit Bélafon. « Qu'est-ce qui se passe cette fois ?»« Tout est foutu. Aujourd'hui, il a prédit le lever de soleil 3 minutes trop tôt. Tu parles d'un branque, alors. » Bélafon passa sur l'échelle et disparut de la vue des passagers qui se regardèrent, puis contemplèrent en contrebas le vaste espace dégagé compris dans le cercle de pierre intérieur. « On fait quoi maintenant ?» demanda Defleur. « On pourrait aller dormir, » suggéra Rincevant. Defleur l'ignora et descendit l'échelle. Autour du cercle, des druides tapaient sur les mégalithes à l'aide de petits marteaux et écoutaient attentivement. Plusieurs des formidables cailloux gisaient sur le flanc, chacun entouré de son groupe de druides qui l'examinaient soigneusement et discutaient entre eux. Des bouts de phrases mystérieux parvenaient à Rincevant assis sur son rocher. « Ça ne peut pas être une incompatibilité de logiciel. Le champ de la spirale battue a été conçu pour des anneaux concentriques crétins. Moi, je dis qu'il faut le rallumer et tenter une cérémonie à la lune toute bête. »« D'accord, d'accord. Rien ne cloche dans les pierres, c'est l'univers qui s'est détraqué, c'est ça ?» À travers les brumes de son esprit harassé, Rincevant se rappela l'horrible étoile qu'ils avaient vue dans le ciel. Quelque chose s'était bel et bien détraqué dans l'univers la nuit dernière. Comment avait-il pu revenir sur le disque ? Il avait le sentiment que les réponses se trouvaient quelque part dans sa tête. Et une impression encore plus désagréable lui vint. Autre chose suivait la scène en contrebas, qui observait de derrière ses yeux. Le sortilège s'était glissé hors de sa tanière, par les chemins de terre inexplorés de son esprit, pour s'installer sans se gêner au premier rang de son cerveau, assister à la scène en cours et accomplir l'acte mental qui équivalait à manger du pop-corn. Il voulut le repousser, et le monde disparut. Il était dans l'obscurité, une obscurité chaude aux relents de moisis, l'obscurité de la tombe, le noir velouté du sarcophage. Une forte odeur de cuir fatigué lui frappa les narines, puis l'aigreur du vieux papier. Le papier bruissa. Il sentait l'obscurité pleine d'horreurs inimaginables. Et l'ennui avec les horreurs inimaginables, c'est qu'on ne les imagine que trop facilement. « Rincevant », dit une voix. Rincevant n'avait jamais entendu de lézard parler, mais s'il s'en était trouvé un pour le faire, il aurait eu cette voix-là. « dit-il. « Oui ?» La voix gloussa. Un bruit curieux qui rappelait le parchemin. « Tu devrais dire « Où suis-je » fit-elle. « Est-ce que j'apprécierais de le savoir ?» répondit Rincevant. Il écarquilla les yeux dans l'obscurité. Maintenant qu'il avait accommodé, il distinguait quelque chose. Quelque chose de vague, à peine assez clair pour qu'il n'y ait pas erreur. De simples entrelacs dans l'air. Quelque chose d'étrangement familier. « D'accord, » dit-il. « Où suis-je » ? « Tu rêves. »« Je peux me réveiller maintenant, s'il vous plaît ?»« Non, » fit une autre voix aussi vieille et sèche que la première, mais pourtant légèrement différente. « Nous avons quelque chose de très important à te dire, » fit une troisième, si possible encore plus désincarnée que les autres. Rincevant hocha stupidement la tête. Dans un recoin de son esprit, le sortilège se tapit et jeta un coup d'œil prudent par-dessus son épaule mentale. « Tu nous as causé beaucoup de soucis, jeune Rincevant, » poursuivit la voix. « Cette idée de passer par-dessus le bord du monde sans une pensée pour les autres, il nous a fallu sérieusement distordre la réalité, tu sais. » « Ben mince. » « Et maintenant, une tâche très importante t'attend. »« Oh, bien. » « Il y a longtemps, nous nous sommes arrangés pour que l'un des nôtres se cache dans ta tête, car nous savions que viendrait un temps où il te faudrait jouer un rôle de premier plan. »« Moi ? Pourquoi ? » ?»« Tu fuis beaucoup, » dit l'une des voix. « C'est bien, tu es apte à la survie. »« Apte à la survie ?
J'ai failli me faire tuer des dizaines de fois. Précisément. Ah, mais évite de tomber encore du disque. Nous ne pouvons vraiment pas nous le permettre. Qui c'est nous exactement? Demanda Rincevent. Il y eut un bruissement de papier dans l'obscurité. Au début était le verbe, dit une voix sèche juste derrière lui. C'était l'œuf, corrigea une autre voix. Je m'en souviens parfaitement, le grand œuf de l'univers, un peu caoutchouteux. Vous vous trompez tous les deux en réalité. Je suis sûre que c'était le limon originel. Une voix près du genou de Rincevent dit « Non, ça c'était après. Il y a d'abord eu le firmament, plutôt collant comme de la barbe à papa, très sirupeux en fait. » Au cas où ça intéresserait quelqu'un, graillonna une voix à gauche de Rincevent. Vous avez tous tort. Au début était le raclement de la gorge. Puis le verbe. Je vous demande pardon, le limon? Nettement caoutchouteux, me semblait-il. Il y eut une pause. Puis une voix dit d'un ton prudent. En tout cas, quoi que ce fût, nous nous en souvenons parfaitement. Tout à fait. Absolument. Et notre tâche est de veiller à ce que rien de terrible ne lui arrive, Rincevent. Rincevent loucha dans les ténèbres. Auriez-vous la gentillesse de m'expliquer de quoi vous parlez? Il entendit un soupir parcheminé. Tant pis pour les métaphores, fit l'une des voix. Écoute, il est très important que tu gardes le sortilège à l'abri dans ta tête et que tu nous le ramènes au bon moment. Tu comprends? Pour qu'à l'heure dite nous puissions être prononcés. Tu saisis. Rincevent songea. Nous puissions être prononcés? Et il comprit alors ce qu'était cet entrelac au-dessus de lui. C'était de l'écriture sur une page, vue par en dessous. « Je suis à l'intérieur de l'inoctavo ?» demanda-t-il. « Par certains côtés métaphysiques » répondit l'une des voix avec désinvolture. Elle se rapprocha. Il sentit le bruissement sec juste sous son nez. Il prit la fuite. Chapitre 26. Le point rouge solitaire luisait dans son pan de ciel tout noir. Toujours vêtu des robes de cérémonie qu'il avait passées pour son intronisation de maître de l'ordre, Trimon ne pouvait se départir de l'impression qu'il avait sensiblement grossi depuis qu'il le regardait. Il quitta la fenêtre sur un frisson. « Alors ?» fit-il. « C'est une étoile, » dit le professeur d'astrologie. « Je crois. »« Vous croyez ?» L'astrologue tressaillit. Il se tenait dans l'observatoire de l'université, et la minuscule tête d'épingle rubis à l'horizon avait l'air moins menaçant que le nouveau maître de l'ordre. « Ben, vous voyez, le fait est que nous avons toujours cru les étoiles, grosso modo, semblables à notre soleil. » Vous voulez dire des boules de feu d'1 à 2 kilomètres de diamètre? Oui, mais cette nouvelle-là, elle est, grosse. Plus grosse que le soleil? Fit Trimon. Il avait toujours trouvé impressionnante une boule de feu d'1,5 kilomètre de diamètre, même s'il désapprouvait les étoiles par principe. Elle mettait la pagaille dans le ciel. Beaucoup plus grosse, dit lentement l'astrologue. Plus grosse que la tête de la grande Atuine, peut-être. L'astrologue avait l'air malheureux. Plus grosse que la grande Atuine et le disque réunis, dit-il. Nous avons vérifié, s'empressa-t-il d'ajouter. Et nous en sommes à peu près sûrs. Ça fait gros, convint Trimon. L'adjectif énorme vient à l'esprit. Massive, se hâta de confirmer l'astrologue. Trimon arpenta le vaste sol de mosaïque de l'observatoire incrusté des signes du zodiaque discal. Il y en avait 64, allant de Wezen le kangourou bicéphale à Gaouli, le vase de tulipes, constellation d'une grande portée religieuse dont le sens, hélas, était désormais perdu. Il s'arrêta sur les carreaux bleus et or de Moubo la hyène et se retourna soudain. « Nous allons entrer en collision avec elle ?» demanda-t-il. « J'en ai peur, monsieur, » dit l'astrologue.
Trimon fit quelques pas en se caressant la barbe d'un air songeur. Il s'arrêta à nouveau sur la pointe d'Ogyok, le marchand et le pané céleste. « Je ne suis pas expert en la matière, dit-il, mais j'imagine que ça n'amènera rien de bon, hein? Non, monsieur. C'est très chaud, les étoiles. L'astrologue déglutit. Oui, monsieur. Nous serons réduits en cendres. Pour finir, évidemment, nous aurons d'abord droit à des tremblements de disques, des raz-de-marée, des perturbations gravitationnelles et probablement une perte d'atmosphère. Ah, en un mot, une désorganisation indécente. L'astrologue hésita avant de concéder. Comme vous dites, monsieur. Les gens paniqueront. Pas très longtemps, je le crains. Fit Trimon qui passait à ce moment sur la porte du peut-être, pour virer en douceur vers la vache du ciel. Il leva la tête et loucha une fois encore vers la lueur rouge à l'horizon. Apparemment, il prenait une décision. On ne retrouve pas Rincevent, dit-il. Et si on ne le retrouve pas, on ne retrouve pas non plus le 8e sortilège de l'Inoctavo. Pourtant, il nous faut lire l'Inoctavo pour éviter la catastrophe, telle est notre conviction. Sinon, pourquoi le Créateur nous l'aurait-il laissé? Peut-être qu'il était distrait. Suggéra l'astrologue. Trimon lui lança un regard noir. Les autres ordres fouillent tout le pays jusqu'au Moyeu, poursuivit-il en comptant ses arguments sur ses doigts. Parce qu'il paraît insensé qu'un homme vole dans un nuage et n'en ressorte pas. À moins d'un nuage bourré de cailloux, Dit l'astrologue dans un effort pitoyable et, en définitive, parfaitement infructueux pour détendre l'atmosphère. Mais il faut bien qu'il redescende, quelque part. Où, nous demandons-nous? ouf, Demanda l'astrologue fidèle. Et aussitôt, une ligne de conduite s'offre à nous. ah, Fit l'astrologue en courant pour essayer de rester à la hauteur du mage qui franchissait à grands pas les 2 cousins obèses. et cette ligne de conduite, c'est... L'astrologue plongea le regard dans 2 yeux aussi gris et froids que l'acier. On arrête de chercher? Risqua-t-il. Exactement. On se sert des dons que nous a accordés le Créateur. À savoir, on regarde par terre, et qu'est-ce qu'on voit? L'astrologue gémit intérieurement. Il regarda par terre. Des carreaux. Hasarda-t-il. Des carreaux, oui, qui ensemble forment le... Trimon avait l'air d'attendre. Zodiaque? Tenta l'astrologue au désespoir. Tout juste. Donc, tout ce qu'il nous faut, c'est tirer l'horoscope précis de Rincevent, et nous saurons exactement où il se trouve. L'astrologue se fendit du sourire du danseur qui, après un numéro de claquettes sur des sables mouvants, sent la résistance du rocher sous ses pieds. J'aurais besoin de savoir le lieu et l'heure précis de sa naissance, dit-il. Facile. Je les ai recopiés des archives de l'université avant de monter. L'astrologue regarda les notes et son front se plissa. Il traversa la salle et ouvrit un grand tiroir rempli de cartes. Il relut les notes. Il prit un compas tarabiscoté pour effectuer quelques passes sur les cartes. Il saisit un petit astrolabe de cuivre et le manœuvra prudemment. Il siffla entre ses dents. Il prit un morceau de craie et gribouilla quelques chiffres sur un tableau noir. Trimon, pendant ce temps, contemplait la nouvelle étoile. Il songeait, d'après la légende de la pyramide de Tsort, quiconque dit les 8 sortilèges à la file quand le disque est en danger, obtiendra tout ce qu'il désire. Et c'est pour bientôt. Il songeait aussi, je me souviens de Rincevent. N'était-ce pas ce type négligé, toujours le dernier de la classe durant nos exercices? Pas un poil de magie chez ce mec-là. Qu'on me l'amène devant moi et on verra bien si on ne peut pas réunir les 8. L'astrologue lâcha à mi-voix. créneau, Trimon pivota. Alors? une carte passionnante, Fit l'astrologue haletant. Son front se plissa.
plutôt curieux en vérité. Comment ça, curieux? Il est né sous le signe du petit groupe rasoir d'étoiles faibles qui, vous le savez, se situe entre l'original volant et la corde à nœud. On prétend que même les anciens ne trouvaient rien d'intéressant à dire sur ce signe qui, Oui, oui, allez, fit Trimon avec irritation. c'est le signe traditionnellement associé aux fabricants d'échiquiers, aux marchands d'oignons, aux façonniers d'images en plâtre sans grand intérêt religieux et aux allergiques à l'étain. Aucunement un signe de mage. Et à l'heure de sa naissance, l'ombre de Cori Célestie. Je ne tiens pas à connaître tous les détails mécaniques, gronda Trimon. Contentez-vous de me donner son horoscope. L'astrologue, qui commençait à s'amuser un peu, soupira et fit quelques calculs supplémentaires. Très bien, Annonça-t-il. voilà ce qu'il dit. Journée propice à de nouvelles amitiés. Une bonne action peut avoir des conséquences imprévisibles. Ne fâchez aucun druide. Vous entreprendrez bientôt un voyage hors du commun. Nourriture de chance, les concombres nains. Ceux qui pointent des couteaux sur vous mijotent probablement quelque chose. PS, pour les druides, ça n'est pas de la rigolade. Druide, répéta Trimon. Je me demande. Chapitre 27. Ça va? S'enquit de fleurs. Rincevent ouvrit les yeux. Le mage se mit vite sur son séant et agrippa le touriste par la chemise. Je vais m'en aller, Lâcha-t-il d'un trait. tout de suite. Mais il va y avoir une cérémonie traditionnelle, une cérémonie ancienne. Je me fiche qu'elle soit ancienne. Je veux sentir d'honnêtes pavés sous mes pieds. Je veux respirer l'odeur des faux sapurins. Je veux aller là où il y a plein de gens, du feu, des toits, des murs et des tas de bonnes choses comme ça. Je veux retourner chez moi. Il se découvrait une envie soudaine et terrible pour les rues enfumées d'Ankh-Morpork, toujours à son avantage au printemps, quand une iridescence particulière jouait à la surface visqueuse des eaux bourbeuses de l'Ankh et que les gouttières retentissaient du chant des oiseaux, du moins de ceux qui toussaient en mesure. Une larme lui embua l'œil au souvenir des effets subtils de la lumière sur le temple des petits dieux, point de repère notoire, et une boule se forma dans sa gorge quand il se rappela l'éventaire de poissons frits à l'angle de la rue du Lisier et de celle des artisans ingénieux. Il songea aux cornichons qu'on y vendait, de grands trucs verts vautrés au fond de leurs bocaux comme des baleines noyées. Ils appelaient Rincevent par-delà les kilomètres, lui promettaient de le présenter aux œufs dans le vinaigre du bocal voisin. Il songea aux douillets fenil et chaudes claires-voies des écuries où il passait ses nuits. Bêtement, il avait parfois renâclé sur ce mode de vie chevalin. Ça paraissait incroyable aujourd'hui, mais il l'avait trouvé harassant. Maintenant, il en avait assez. Il rentrait chez lui. Cornichon au vinaigre, je vous entends qui m'appelait. Il repoussa deux fleurs, rassembla sa robe en loques autour de lui avec une grande dignité, tourna le visage vers la zone de l'horizon où il situait sa ville natale et, d'un pas aussi décidé que distrait, franchit le bord d'un trilithe de 9 mètres. Quelques 10 minutes plus tard, lorsqu'un de fleurs inquiet et plutôt contrit le dégagea du gros congère au pied des mégalithes, son expression n'avait pas changé. Le touriste le dévisagea d'un air interrogateur. « Ça va? Demanda-t-il. Combien de doigts j'ai là? Je veux retourner chez moi. D'accord. Non, n'essaie pas de m'en dissuader. J'en ai assez, j'aimerais dire que je me suis bien amusée, mais impossible et... Quoi? J'ai dit d'accord, Répéta de fleurs. Ça me plairait bien de revoir Ankh-Morpork. J'espère qu'ils en ont reconstruit une bonne partie maintenant. La dernière fois que les deux hommes avaient vu la cité, la chose est à signaler, elle brûlait joyeusement, catastrophe à laquelle n'était pas étranger de Fleur qui avait introduit le concept d'assurance incendie auprès d'une populace aussi vénale qu'ignorante. Mais les dégâts par le feu faisaient partie de la vie morporkienne et on avait toujours allègrement et méticuleusement rebâti la ville en se servant des matériaux locaux traditionnels, bois secs comme de l'amadou et chaume imperméabilisé au goudron. Ah, fit Rincevent qui se tassa légèrement. Ah, c'est vrai, très juste. Bon, on ferait peut-être mieux de partir alors. Il s'extirpa péniblement de la neige et s'épousta.
Seulement, je crois qu'il vaudrait mieux attendre demain, ajouta Deux Fleurs. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on se gèle, on ne sait pas vraiment où on est, le bagage a disparu, il commence à faire noir. Rincevent s'arrêta. Dans les canons encaissés de son esprit, il crut entendre un lointain bruissement de vieux papier. Il eut l'horrible impression que ses rêves allaient souvent se répéter désormais, et il avait bien mieux à faire que d'écouter les cours d'une bande de vieux sortilèges même pas capables de se mettre d'accord sur les origines de l'univers. Une toute petite voix au fin fond de son cerveau demanda « Quoi de mieux à faire ?»« Oh, la ferme !» répondit-il. « J'ai seulement dit qu'on se gelait et… » commença Deux Fleurs. « Je ne parlais pas pour toi, je parlais pour moi. »« Comment ?»« Oh, la ferme !» répéta Rincevent d'un ton las. « Il n'y a rien à manger par ici, j'imagine. » Les pierres géantes se dressaient, noires et menaçantes dans la lumière verte déclinante du crépuscule. Le cercle intérieur grouillait de druides qui cavalaient à la lueur de plusieurs brasiers et faisaient la mise au point des périphériques nécessaires à tout ordinateur de pierre, tels que crânes de bélier coiffés de guy sur des mâts, bannières brodées de serpents entrelacés et ainsi de suite. Au-delà des cercles de lumière des feux, un grand nombre d'habitants des plaines s'étaient rassemblés. Les festivals druidiques étaient toujours populaires, surtout quand ça allait de travers. Rincevent les regarda. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Oh, eh bien, » fit Deux Fleurs avec enthousiasme, « on dirait qu'il va se dérouler une cérémonie qui remonte à des milliers d'années pour célébrer la renaissance de la Lune, ou peut-être du Soleil. Non, je suis à peu près sûre que c'est de la Lune. Ça a l'air très solennel, très beau et empreint d'une dignité très simple. » Rincevent frissonna. Il commençait toujours à s'inquiéter quand Deux Fleurs se mettait à parler comme ça. Au moins, il n'avait pas encore prononcé pittoresque ni archaïque. Rincevent n'avait jamais trouvé de traduction satisfaisante pour ces mots-là. Mais le plus proche auquel il était parvenu, c'était Pépin. « J'aimerais que le bagage soit là, » regretta le touriste. « Je pourrais me servir de ma boîte à images. Ça m'a l'air très archaïque et pittoresque. » La foule qui attendait s'agita. La cérémonie allait bientôt commencer, semblait-il. « Écoute, » se dépêcha de dire Rincevent. « Les druides sont des prêtres. Tu ne dois pas l'oublier. Ne fais rien qui pourrait les fâcher. »« Mais… » »« Ne leur propose pas d'acheter les pierres. »« Mais je… » »« Ne te mets pas à parler de leurs coutumes locales archaïques. Je pensais… » »« Ne cherche surtout pas à leur placer une assurance. Ça les fâche toujours. »« Mais ce sont des prêtres, » gémit Deux Fleurs. Rincevent marqua une pause. « Oui, » dit-il. « Justement, non ?» De l'autre côté du cercle extérieur, une espèce de procession se formait. « Mais les prêtres sont de braves gens, » dit Deux Fleurs. « Chez moi, on les voit passer avec leurs sébiles. C'est leur seul bien, » ajouta-t-il. Ah, fit Rincevent pas certain de comprendre. C'est pour recueillir le sang, c'est ça? Le sang? Oui, celui des sacrifices. Rincevent songeait au prêtre qu'il avait connu chez lui. Soucieux, bien entendu, de ne pas s'attiser l'inimité d'un quelconque dieu, il avait assisté à bon nombre de réunions dans des temples et, à tout prendre, il concevait ainsi la définition la plus appropriée d'un prêtre des régions de la mer circulaire. Quelqu'un qui baignait la plupart du temps dans le sang jusqu'au cou. Deux Fleurs prit un air horrifié. « Oh non !» dit-il. « Là d'où je viens, les prêtres sont de saints hommes qui consacrent leur vie à la pauvreté, aux bonnes œuvres et à l'étude de la nature de Dieu. » Rincevent considéra cette proposition originale. « Pas de sacrifice, » fit-il. « Absolument aucun. » Rincevent décrocha. « En tout cas, » dit-il, « à moi, ils ne m'ont pas l'air très sains. » Un bruit tonipétant fusa d'un ensemble de trompettes de bronze. Rincevent contempla le spectacle. Une file de druides aux longues faucilles décorées de rameaux de gui passait lentement au pas. Divers jeunes prêtres et apprentis les suivaient en jouant une variété d'instruments de percussion traditionnellement censés chasser les esprits malins et vraisemblablement efficaces.
La lumière des torches créait des formes follement impressionnantes sur les pierres qui se détachaient lugubres sur le fond de ciel verdâtre. Vers le moyeu, les voiles chatoyants de l'aurore cordiale se mirent à clignoter et papilloter parmi les étoiles, tandis qu'un million de cristaux de glace dansaient dans le champ magique du disque. Bélafon m'a tout expliqué, Chuchota de Fleur. nous allons voir une cérémonie consacrée qui célèbre l'unité de l'homme avec l'univers. C'est ce qu'il a dit. Rincevent, la mine renfrognée, suivait la procession du regard. Alors que les druides se dispersaient autour d'une grande pierre plate qui dominait le centre du cercle, il ne put s'empêcher de remarquer la jolie mais pâle jeune femme au milieu d'eux. Elle portait une longue robe blanche, un torque d'or autour du cou, et son visage exprimait une vague appréhension. Une druidesse? Demanda De Fleur. Je ne crois pas, répondit lentement Rincevent. Les druides se mirent à chanter. C'était, de l'avis de Rincevent, une mélopée particulièrement déplaisante et plutôt ennuyeuse qui donnait l'impression de préparer un brutal crescendo. La vue de la jeune femme allongée sur la grande pierre ne détourna pas le cours des pensées du mage. Je veux rester, dit De Fleur. Je crois qu'on revient, dans ce genre de cérémonie, à une simplicité primitive qui... Oui, oui, fit Rincevent. Mais elles vont la sacrifier, si tu veux savoir. De Fleur le regarda avec étonnement. Quoi? La tuer? Oui. Pourquoi? Ne me le demande pas. Pour faire pousser les cultures ou lever la lune, n'importe quoi. Ou peut-être que ça leur plaît de tuer les gens. C'est ça la religion. Il prit conscience d'un faible bourdonnement qu'il sentait plus qu'il n'entendait. Il semblait provenir de la pierre voisine. De petits points de lumière tremblotaient sous sa surface, comme des grains de mica. De Fleur ouvrait et fermait la bouche. Il ne pourrait pas se contenter de fleurs, de fruits, des trucs comme ça? Fit-il. Quelque chose de symbolique? Non. Quelqu'un a déjà essayé? Rincevent soupira. Écoute, dit-il. Aucun grand prêtre qui se respecte ne va participer à tout ce cirque avec trompettes, processions, bannières et le reste, pour ensuite planter son couteau dans une jonquille et 2 ou 3 prunes. Il faut te rendre à l'évidence. Toutes ces histoires de rameaux d'or, de cycles de la nature et de je ne sais quoi ne se résument qu'au sexe et à la violence, généralement en même temps. À sa surprise, la lèvre de De Fleur tremblait. Le touriste ne regardait pas seulement le monde à travers des lunettes roses, Rincevent le savait. Il le regardait aussi à travers un cerveau rose et l'écoutait par des oreilles roses. La mélopée annonçait un crescendo inéluctable. Le premier druide éprouvait le fil de sa faucille, et tous les yeux étaient tournés vers le doigt de pierre sur les collines enneigées au-delà du cercle, où la lune devait jouer la vedette surprise. Pas la peine que tu... Mais Rincevent parlait dans le vide. Chapitre 28. Le paysage glacial en dehors du cercle n'était cependant pas totalement dénué de vie. D'une part, un groupe de mages avertis par Trimon s'approchait au même instant. D'autre part, une silhouette courtaude et solitaire épiait elle aussi depuis l'abri d'une pierre providentiellement tombée. L'une des plus grandes légendes du disque suivait avec beaucoup d'intérêt les événements qui se déroulaient dans le cercle de pierre. Elle vit les druides se mettre en rond et chanter, vit le druide en chef lever sa faucille, entendit la voix. « Dites, excusez-moi, je peux placer un mot ?» Chapitre 29. Rincevent chercha désespérément autour de lui un moyen de s'échapper. Rien. De Fleur se tenait près de l'autel de pierre, un doigt en l'air, dans une attitude polie mais décidée. Le mage se rappelait le jour où son compagnon avait estimé qu'un conducteur de bestiaux qui passait par là battait trop fort son bétail. Sa plaidoirie contre le mauvais traitement des animaux avait valu à Rincevent de se faire généreusement piétiner et légèrement encorner. Les druides regardaient De Fleur. On les aurait dit en présence d'une brebis malade ou d'une pluie soudaine de grenouilles. Rincevent n'entendait pas bien ce que racontait le touriste, mais des bouts de phrases comme
coutumes ethniques, des noisettes et des fleurs. lui parvenait par-dessus le cercle silencieux. Puis des doigts comme des allumettes au fromage se refermèrent sur la bouche du mage. Une lame extrêmement effilée lui éplucha la pomme d'Adam, et une voix étouffée lui souffla dans l'oreille. « Pas un son, sinon t'es un homme mort. » Les yeux de Rincevent roulèrent dans leurs orbites comme s'ils cherchaient à sortir. « Si vous ne voulez pas que je parle, comment saurez-vous que j'ai compris ce que vous venez de dire ?» siffla-t-il. « La ferme et dis-moi ce que l'autre imbécile est en train de faire. » « Non, mais écoutez, si je dois la fermer, comment puis-je… » Le couteau sur sa gorge se mua en trait de douleur, et Rincevent décida d'oublier la logique. « Son nom, c'est De Fleur. Il n'est pas du pays. »« Ça m'en a tout l'air. Un de tes amis ? » ?»« Nous entretenons ce type de relation NN, oui. » Rincevent ne voyait pas son ravisseur, mais d'après ce qu'il en sentait, l'autre devait avoir un corps tout en cintre. Il répandait aussi une forte odeur de menthe poivrée. « L'en a dans les tripes, ça je reconnais. Fais exactement ce que je te dis, et peut-être que les tripes en question serviront pas à l'attacher autour d'une de ces pierres. Brr, ils sont pas très œcuméniques dans le secteur, tu vois. » La lune, conformément aux lois de la conviction, choisit ce moment pour se lever. Mais par égard pour celle de l'informatique, le fit ailleurs qu'à l'endroit prévu par les pierres. Ce qui apparut à sa place, à travers les lambeaux de nuages, ce fut une étoile rouge éblouissante, exactement à l'aplomb de la pierre la plus sacrée du cercle. Elle étincelait comme la lueur qui hante les orbites vides de la mort. Elle était menaçante, effrayante et, Rincevent ne manqua pas de le remarquer, un tout petit peu plus grosse que la nuit précédente. Un cri d'horreur monta de l'assemblée des prêtres. La foule des talus alentour se pressa en avant. Ça promettait. Rincevent sentit qu'on lui glissait la manche d'un couteau dans la main et la voix chointante derrière lui souffla. « T'as déjà fait ce genre de choses ?»« Quel genre de choses ?»« Foncer dans un temple, gigouiller les prêtres, rafler l'or et récupérer la fiche chaîne et chauve. »« Non, pas précisément. »« Tu fais comme ça. » À quelques centimètres de la tête de Rincevent, une voix lança le cri du babouin qui vient de se faire prendre la patte dans un canon à écho. Puis une petite silhouette sèche et nerveuse le dépassa à toute allure. À la lueur des torches, il s'aperçut qu'il s'agissait d'un très vieil homme, de la variété maigrelette qu'on qualifie généralement d'ingambe, complètement chauve, barbu presque jusqu'aux genoux, monté sur 2 jambes allumettes dont les varices dessinaient le plan des rues d'une grande ville. Malgré la neige, il ne portait rien de plus qu'un fourre-tout de cuir clouté et une paire de bottes qui auraient facilement hébergé une seconde paire de pieds. Les 2 druides les plus proches échangèrent un regard et soupesèrent leurs faucilles. Il y eut un bref mouvement indistinct et ils s'écroulèrent en tas, râlant à l'agonie. Dans l'agitation qui s'ensuivit, Rincevent se glissa en crabe vers la pierre d'autel en tenant son couteau du bout des doigts afin de ne pas s'attirer de réflexions désobligeantes. En fait, personne ne lui accorda grande attention. Les druides qui n'avaient pas fui le cercle, essentiellement les plus jeunes et les plus musclés, s'étaient rassemblés autour du petit vieux pour débattre de la question du sacrilège propre au cercle de pierre. Mais à en juger par les ricanements et grincements de cartilage, c'était lui qui menait la discussion. De Fleur suivait le combat avec intérêt. Rincevent l'attrapa par l'épaule. « Allons-nous-en, » dit-il. « On ne pourrait pas lui donner un coup de main ?»« Je suis sûr qu'on ne ferait que le gêner, » s'empressa de répliquer Rincevent. « Tu sais ce que c'est que d'avoir des gens qui regardent par-dessus ton épaule quand tu es occupé. »« Au moins, on devrait secourir la jeune dame, » reprit De Fleur avec fermeté. « D'accord, mais grouille-toi. » De Fleur prit le couteau et se dépêcha de gagner la pierre d'autel. Après plusieurs essais ridicules, il parvint à trancher les liens de la fille qui s'assit pour éclater en sanglots. « Tout va bien, » commença-t-il. « Ah merde, non alors !» la coupa-t-elle en le foudroyant de 2 yeux rougis. « Pourquoi faut-il toujours des gens pour tout gâcher ?» Elle se moucha avec colère dans le bord de sa robe. De Fleur, embarrassée, leva la tête vers Rincevent. «
Je crois que vous me comprenez mal, dit-il. voyez-vous, nous venons de vous sauver d'une mort absolument certaine. Ce n'est pas facile par ici, Fit-elle. je veux dire, pour garder ça. Elle rougit et tordit pitoyablement l'ourlet de sa robe. Enfin, pour rester, pour ne pas se laisser, ne pas perdre ses qualifications. Qualifications? Répéta De Fleur qui gagna la coupe Rincevent décernée à l'esprit le plus lent de tout le multivers. Les yeux de la fille s'étrécirent. Dire que je serai là-haut à l'heure qu'il est, auprès de la déesse de la lune, à boire de l'hydromel dans une coupe d'argent, dit-elle avec humeur. 8 ans à rester à la maison le samedi soir fichu en l'air. Elle regarda Rincevent et fit la grimace. Il perçut alors quelque chose, peut-être un bruit de pas à peine audible derrière lui, ou un mouvement réfléchi dans les yeux de la fille. En tout cas, il se baissa. Un objet passa en sifflant là où s'était trouvé son cou et ricocha sur le crâne chauve de De Fleur. Rincevent pivota et vit l'archidruide qui armait son bras pour un nouveau coup de faucille. À défaut de pouvoir s'échapper, il lança le pied. Il atteignit le prêtre carrément sur la rotule. Tandis que l'homme hurlait et lâchait son arme, il se produisit un léger choc désagréable de chair et l'homme s'abattit en avant. Derrière lui, le petit vieux à longue barbe dégagea son épée du cadavre, l'essuya avec une poignée de neige et déclara « Mon nerf sciatique me fait un mal de chien. Tu porteras le trésor. » Le trésor? Fit Rincevent d'une voix faible. Tout leur chautoir et le reste, tout leur collier en or. Ils en ont des tas, c'est comme ça, les prêtres, crachouilla le vieillard. Des torques et encore des torques. Fichez la fille. Elle ne veut pas qu'on la sauve, dit Rincevent. La fille regarda le petit vieux d'un air de défi à travers le barbouillage de son fard à paupières. Bah merde alors, fit-il. Et dans la foulée, il la souleva, chancela un peu, pesta contre son arthrite et s'écroula par terre. Au bout d'un moment, toujours étalé face contre terre, il lança « Reste pas là, espèce de salope de dingue. Aide-moi à me relever. » À la surprise de Rincevent, et certainement à celle de la fille aussi, elle obéit. Le mage, pendant ce temps, essayait de ranimer De Fleur. Le touriste portait au tympan une éraflure apparemment peu profonde, mais il restait inconscient, la figure figée dans un sourire vaguement soucieux. Il avait la respiration faible et bizarre, et il semblait léger, pas simplement en dessous du poids normal, mais dépourvu de poids. Le mage aurait aussi bien pu tenir une ombre. Rincevent se rappela ce qu'on racontait sur les druides, qu'ils se servaient de poisons étranges et terribles. Évidemment, on racontait aussi, c'était souvent les mêmes gens, que les escrocs avaient toujours les yeux rapprochés, que la foudre ne frappait jamais 2 fois au même endroit, et que, si les dieux avaient voulu voir les hommes voler, ils leur auraient donné un billet d'avion. Mais quelque chose dans la légèreté de Fleur effraya Rincevent, l'effraya horriblement. Il leva la tête pour regarder la fille. Elle avait jeté le vieux sur son épaule et elle adressa au mage un vague sourire d'excuse. De quelque part dans le creux de ses reins, une voix lança « On n'oublie rien, alors tirons-nous d'ici avant qu'ils reviennent. » Rincevent se coinça De Fleur sous le bras et les suivit au petit trot. Ça paraissait la seule chose à faire.